Alors bonjour, ici Elan Graves. Merci d'être des nôtres sur les canaux anglais comme français. Alors la COVID-19 nous a obligés de mieux comprendre les conversations qu'il faut avoir pour savoir ce que les gens veulent pour eux et pour leurs soins. Ce faisant, cela nous donne l'occasion de faire les choses différemment. Certains d'entre vous avez peut-être participé à nos webinaires précédents où nous avons entendu parler de stratégies qui ont réussi en matière de planification préalable des soins et de maladies de conversations plutôt concernant les maladies graves. Nous allons aujourd'hui apprendre des ressources disponibles et réfléchir aux moyens par lesquels on peut partager la prise de décision afin que les soins soient plus utiles. Le partage de la prise de décision est toujours important, mais surtout en cas de maladie grave. Nous avons un contenu formidable de la part de nos conférenciers invités et sur ce, je vais céder la parole à Claire Ludwig qui animera le reste de cette séance. Un petit rappel, vous êtes en sourdine pour la durée de ce webinaire, mais servez-vous de la boîte de dialogue pour partager vos observations, vos questions et nous veillerons à y répondre au fil de ce webinaire. Alors, merci à tous d'être des nôtres et je cède à présent la parole à Claire Ludwig. Claire Ludwig, merci Elan. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je présente notre première conférencière ce matin, professeur Dawn Stacy, qui est titulaire de la chaire de recherche de l'Université sur le transfert des connaissances aux patients à l'Université d'Ottawa et aussi chercheur principal à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa, où elle dirige le groupe de recherche sur les soins centrés sur le patient. Elle possède une expérience sans égal en la matière. Et sur ce, je cède la parole au professeur Stacy. Professeur Stacy, vous avancerez vous-même vos diapositives. Merci pour cette introduction, très heureuse d'être ici pour présenter mes diapositives. J'ai décidé de me concentrer sur une mise à jour du gouvernement de la Saskatchewan pour la description du problème. C'est-à-dire qu'il arrive souvent que les patients et leurs proches n'aient pas l'occasion de faire des choix éclairés quant à leurs soins de santé, ceux qui correspondent le mieux à leurs besoins. Plein de bonnes intentions, les prestataires de soins croient souvent savoir ce qui est le mieux pour le patient et prennent des décisions pour lui plutôt qu'avec lui. Alors ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui, c'est comment prendre des décisions de concert avec le patient et sa famille. Alors dans le cadre que je vous présente ici, nous avons un cadre multidimensionnel de participation du patient et de sa famille. Et je vais me concentrer sur le niveau de soins directs. Et si vous regardez en gris, soins directs, vous voyez qu'il y a divers niveaux qui nous permettent de faire participer les patients et leurs familles. Alors, on peut les consulter. Les patients reçoivent de l'information sur un diagnostic, on leur demande leurs préférences, ce qui est plus actif, et on peut aussi entrer en partenariat, ou plutôt avoir un partage des décisions. C'est-à-dire que les décisions sont prises selon les préférences du patient, des données probantes, et le jugement clinique. Pourquoi j'aime ce cadre? Eh bien, parce que l'on peut effectivement voir comment agir en partenariat et partager le leadership avec les patients dans les soins directs comme la recherche. Mais pour l'objectif d'aujourd'hui, je me concentrerai sur ce qui se trouve tout à droite en gris, c'est-à-dire comment prendre des décisions selon les préférences des patients, les données probantes et le jugement clinique. Alors, la prise de décision concertée. Il s'agit d'un processus en vertu duquel les décisions sont prises par le patient, sa famille et le clinicien, selon les meilleures données disponibles, ainsi que les préférences du patient. Vous le voyez ici, Weston nous dit que c'est l'essence des soins centrés sur le patient. Il faut réfléchir à ces trois choses, c'est-à-dire d'abord permettre au patient et à la famille de savoir qu'une décision est prise. Ensuite, expliquer quels sont les renseignements disponibles
On parle ici d'échange d'informations car il est aussi important de poser la question au patient et à sa famille. Quels sont leurs points de vue par rapport aux possibilités? Car souvent, eux ont une idée de ce qui les intéresse. Et ensuite, une conversation par rapport aux valeurs et aux préférences du patient ainsi que de sa famille. Alors, ce sur quoi je souhaite insister ici, c'est le processus. C'est pourquoi je l'ai surligné. Si ces trois choses se produisent, que la décision est prise en fonction de ce qui importe le plus pour le patient et sa famille, essentiellement, c'est un processus décisionnel partagé, concerté. Alors, ici, Natalie Joseph Williams a examiné 44 études et a identifié ce qu'étaient les obstacles d'après les patients concernant la participation à la prise de décision. Et ils décrivaient leur capacité individuelle de participer à la prise de décision qui dépendait, selon eux, de la connaissance de ces possibilités et des résultats. C'est-à-dire que de leur point de vue, il faut leur poser la question afin que l'on sache, nous, comme prestataires, ce qui importe pour eux. Au même moment, ils disaient qu'il y a d'énormes déséquilibres de pouvoir qui entravent leur capacité à participer à la prise de décision et qu'ils veulent la permission de participer à cette prise de décision. Ils veulent se sentir confiants de leurs connaissances et ils veulent aussi se sentir aptes à prendre des décisions. Alors, si on regarde le Cochrane Review de la Cochrane Library, la prise de décision concertée, ça s'apprend. C'est-à-dire que la prise de décision se fera vraisemblablement si les professionnels de la santé sont formés en la matière et qu'il existe aussi des interventions qui comprennent les patients. Et je vais me concentrer davantage sur les interventions dont on peut se servir auprès des patients. Alors, les aides à la décision ne remplacent pas le counseling. Il s'agit d'informations par rapport aux faits, aux probabilités. Il précise les valeurs également du patient, c'est-à-dire que cela permet au patient et à sa famille de préciser ce qui importe le plus pour lui ou elle. Cela peut demander, par exemple, quels sont les avantages et les effets indésirables les plus importants pour vous. Il sera peut-être question aussi de l'expérience du patient. On racontera parfois des récits d'autres patients pour leur demander ce qui est le plus évocateur pour le patient en question. Ça permet aussi de les orienter, c'est-à-dire de les aider à prendre des décisions et cela peut comporter des feuilles de travail ou une liste de questions. Alors, pour trouver un outil d'aide à la décision, si vous faites une recherche Google, et j'ai été sur notre site web dans l'inventaire de A à Z et j'ai examiné fin de vie. Et vous voyez ici, il y a une série d'outils. Alors, la liste est relativement longue, certains concernant la RCR et la fin de vie. Et ensuite, j'ai cliqué sur l'outil sur le respirateur artificiel, le maintenir ou l'éliminer, parce qu'on en parle beaucoup à cette heure de la COVID-19. Et si vous allez à la page qui décrit cette aide à la décision, ça a été rédigé en 2019 par EBSCO Health, les développeurs, vous voyez quel est le rendement par rapport à l'IPDIS, c'est-à-dire les normes internationales en matière de prise de décision, c'est-à-dire qu'il faut réduire le risque de prendre une décision biaisée. Et si vous cliquez, vous arrivez à un exemplaire de l'aide à la décision où il est question d'arrêter le respirateur artificiel ou de le maintenir. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant combien de temps le patient vivra-t-il? Souffrira-t-il? Quels sont les risques? Et si on arrête le respirateur, est-ce équivalent à un suicide? Et ensuite, on décrit les diverses options de manière équilibrée. Alors, les outils de la décision peuvent être utilisés avant les interactions avec l'équipe de santé ou même pendant. C'est souvent des documents imprimés, mais ça peut aussi être des DVD, des vidéos, ça peut être des outils en ligne ou des outils informatiques, passifs ou actifs. Alors, dans le dernier examen à Cochrane, mis à jour en 2017, on disait que sur plus de
sans essai ont relaté que cela avait amélioré l'aide à la décision. Les patients estimaient avoir un niveau de connaissance supérieur, une meilleure perception du risque et une plus grande correspondance entre les valeurs et les choix. Par ailleurs, cela réduit les conflits décisionnels, cela aide les indécis à trancher, cela aide les patients aussi à être moins passifs en matière de prise de décision, cela améliore aussi la communication entre les patients et les praticiens et cela limite aussi la surutilisation ou la sous-utilisation pour les interventions non urgentes. Lorsque les patients apprennent qu'il y a autre chose disponible, parfois ils choisiront une autre voie que la chirurgie. Cela a montrer une diminution de la prise de certains médicaments, une augmentation de la prise d'autres médicaments. Alors, dans cet examen qui a été fait par Marianne Durand, on a examiné 19 études et on a constaté que les populations défavorisées étaient beaucoup plus susceptibles de profiter d'un outil d'aide à la décision, mais que ça pouvait quand même être utile pour les patients qui ont un statut économique plus élevé. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que très souvent, une entrave, c'est effectivement, on dit, le patient n'a pas un niveau d'alphabétisation suffisant pour participer à la prise de décision. Ce que l'on sait, c'est que les outils de la décision qui sont rédigés pour les gens qui ont un niveau d'alphabétisation plus faible, que ça les aide de manière très importante. Alors, vers 2003, on a commencé à se préoccuper car très souvent, le BMJ avait publié son examen systématique et on savait que si les outils d'aide à la décision pouvaient avoir un effet sur les possibilités, sur les options proposées, il était possible que cela soit avantageux si les aides à la décision n'étaient pas biaisées. Mais on savait aussi que si les patients s'y intéressaient davantage, c'était peut-être aussi parce que les outils étaient biaisés. J'enseigne à l'école des sciences infirmières et on a demandé à nos étudiants de poser des questions par rapport à l'allaitement, naturel ou non. Et on a constaté, par exemple, que dans le cas d'entreprises qui produisent des questionnaires et qui également produisent une alimentation pour bébés, que souvent ces questionnaires sont biaisés. Depuis donc 2003, on a créé ce collaboratif de normes, le collaboratif International Patient Decision Aid Standards, IPDIS, qui vise à rehausser la qualité et l'efficacité des outils d'aide à la décision. Vous voyez ici qui fait partie du comité de direction. On a des représentants d'un grand nombre de pays et nous sommes en train de mettre à jour les données probantes sur lesquelles s'appuient ces normes. Ces normes ont été adoptées par l'autorité de santé de l'État de Washington, seule autorité d'ailleurs à certifier les outils d'aide à la décision. Et ici, vous avez les 9 premiers critères. Un autre élément très important par rapport à l'aide à la décision, les gens veulent savoir comment ça marche. Ainsi, sur le site web de l'Université Laval, vous pouvez observer cette vidéo qui montre comment on se sert d'un outil d'aide à la décision en consultation clinique. Ça ne dure que 5 minutes et ça vous montre bien comment se servir de cet outil pour débattre de possibilités. Ici, dans le cas de l'utilisation d'antibiotiques pour une infection respiratoire. Mais sur notre site web, vous verrez un certain nombre de vidéos où il est question de l'usage de ces outils. Alors, pour les messages à retenir, il existe beaucoup d'outils d'aide à la décision. Il y en a souvent de nombreux sur le même domaine. Medicare et Medicaid aux États-Unis remboursent l'utilisation des outils pour certaines décisions, mais certains des outils d'aide aux États-Unis sont associés à des droits d'auteur. Leur propriété et leur utilisation est exclusive. Donc, on peut utiliser le guide personnel d'aide à la décision d'Ottawa comme outil pour les patients en y ajoutant l'information nécessaire sur les options, les avantages et les effets indésirables. Je vais vous le montrer dans un instant. Et vous pouvez aussi comparer
vos documents aux normes internationales pour voir s'ils se rapprochent des normes internationales en matière d'information objective qui puisse aider les patients à prendre une décision. L'autre chose à laquelle je voulais m'attarder, c'est l'encadrement, l'accompagnement en matière de décisionnelle. Donc, c'est un encadrement non directif fourni par un professionnel de la santé formé qui vise à outiller le patient pour qu'il réfléchisse à ses options, qu'il se prépare à parler de sa décision avec un clinicien et qu'il aille de l'avant avec la meilleure option. Cela peut se faire en personne ou au téléphone. Dans cet examen de Natalie Joseph Williams que j'ai abordé il y a un peu plus tôt, lorsqu'on a posé la question aux patients, comment pourrait-on éliminer les obstacles? Ils ont dit que les infirmières, les infirmiers devaient expliquer l'information, offrir du soutien en tenant compte des préférences du patient et communiquer les préférences au médecin. En d'autres termes, les patients n'avaient pas l'impression d'avoir la capacité de surmonter ces obstacles seuls. Ils avaient besoin du soutien des autres. Alors, l'encadrement à la décision est justement prodigué par des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues. Et dans les décisions chirurgicales, même les médecins de famille peuvent fournir un encadrement en matière de prise de décision. Alors, on a fait un examen il y a quelques années déjà pour examiner ce que disent les données probantes par rapport à l'encadrement. On sait que cela améliore la connaissance et que cela améliore la connaissance semblable à ce qu'on observe quand un outil d'aide à la décision est utilisé et que ça améliore aussi les résultats. Alors, ça n'est certainement pas préjudiciable que du contraire. Alors, pour trouver un outil d'aide à la décision ou d'encadrement, si vous faites une recherche guide d'aide à la décision sur notre site web, vous tomberez sur le guide personnel d'aide à la décision d'Ottawa. Vous trouverez aussi le guide personnel d'aide à la décision initiale, disponible en bien des langues, et également un guide personnel à la décision pour 2 personnes, c'est-à-dire quand 2 personnes participent à la décision. Voici à quoi cela ressemble, la version pour une seule personne. Alors, vous avez option 1, 2, 3, quelles sont les raisons pour lesquelles vous choisissez cette option, et ensuite, cela vous demande aussi de classer l'importance que vous accordez à chacune de ces options, de sorte que vous compreniez bien ce qui est le plus important pour vous dans le cadre de cette décision. Sur le plan de l'encadrement décisionnel, ce qu'il faut retenir, c'est que cela peut être fait par n'importe qui fait partie de l'équipe de soins. Il ne s'agit pas d'avoir une information directive, il s'agit plutôt d'équiper le patient et de lui expliquer le processus décisionnel. La majorité des gens ont besoin d'une formation, d'une expérience pour offrir cet encadrement. Le guide d'Ottawa peut être utilisé par le patient lui-même ou alors cela peut servir à orienter le patient. Et comme je disais, c'est disponible en 10 langues. Je vais m'arrêter sur cette diapositive-ci. Je crois qu'il s'agit de ma dernière diapositive. Alors, si vous consultez notre site web qui apparaît à l'écran, je souhaite aussi signaler que nous avons commencé à élaborer des outils particuliers à la COVID-19. Les 2 premiers concernent « Dois-je aller vivre ailleurs ou rester dans ma maison de retraite pendant cette pandémie ?» et la deuxième, c'est pour les établissements de soins de longue durée. Ceux-ci ont été développés parce que dans les médias, on entendait beaucoup dire qu'il fallait faire sortir son proche des maisons de retraite ou des établissements de soins de longue durée. Alors, ces outils visent à déterminer quels sont les avantages et les inconvénients associés à cela. Alors, c'est pour aider les familles comme les patients à prendre une décision, ou les résidents dans ce cas-ci. On parle aussi de respiration artificielle, d'équilibrer les avantages et les inconvénients de la respiration artificielle et les décisions concernant les personnes âgées en perte d'autonomie, à savoir aussi s'il faudrait élaborer ce genre d'outils pour les personnes moins âgées. Alors, les outils d'aide à la décision peuvent concerner n'importe quel sujet. C'est surtout lorsque la décision doit se prendre de manière urgente ou qu'elle est difficile. Alors, je vais m'arrêter ici, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Madame Ludwig. Oui, merci, professeur Stacy. Nous avons des questions et des observations dans la boîte de dialogue. Une question, justement. Dans quelle mesure au Canada se sert-on des outils d'aide à la décision pour les maladies graves et les discussions concernant la fin de vie? Professeur Stacy. Eh bien, je dirais que ce n'est pas fort utilisé au Canada. Principalement parce que le Canada n'a aucune exigence relative à l'utilisation de ce genre d'outils. Je travaille en Australie aussi, où le partage de la prise de décision fait partie de l'agrément des hôpitaux. Donc, les outils d'aide à la décision font partie de ce mode d'agrément. Au Royaume-Uni, c'est vivement recommandé. Même pour la COVID, d'ailleurs, on recommande son utilisation encore plus vivement. Mais au Canada, il n'y a aucune exigence et aucun mécanisme de financement qui exige ou qui même encourage son utilisation. Madame Ludwig, merci. Je me demandais, bon, il y a beaucoup d'observations dans la boîte de dialogue relatifs aux conseils qu'on pourrait donner aux cliniciens comme aux patients qui veulent vraiment renforcer leur capacité en matière de prise de décision concertée. Professeur Stacy, eh bien, sur notre site web, vous allez trouver des outils pour la formation des cliniciens. Alors, si vous regardez à gauche ici, sous 4,2, dans la trousse de mise en œuvre, on a une formation en ligne en matière de prise de décision concertée. Et on fait aussi des ateliers. S'agissant des patients à présent, à Ottawa, nous n'avons pas travaillé dans ce domaine. Cela dit, j'ai des collègues à Sydney, en Australie, qui sont en train de préparer une formation à l'intention du patient et du public. Claire Ludwig, on serait très heureux de prendre connaissance des résultats de ces travaux. Une dernière question avant qu'on ne passe au Dr Hyland. Y a-t-il des domaines cliniques où les outils d'aide à la décision sont utilisés plus qu'ailleurs? Professeur Stacy, eh bien, au Canada, en Angleterre et aux États-Unis, ainsi qu'en Australie, on s'en sert surtout pour la dialyse. Donc, hémodialyse, si vous voulez, à domicile ou en milieu hospitalier. J'ai travaillé en Saskatchewan et à Ottawa, également en matière de remplacement des articulations. À Ottawa, on a aussi utilisé ces outils pour le cancer de la prostate. Mais au Canada, c'est surtout pour les décisions individuelles plutôt qu'une mise en œuvre générale, si vous voulez. Claire Ludwig, merci beaucoup. Nous aurons un peu de temps après l'exposé du Dr Hyland pour prendre davantage de questions, mais pour le moment, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le Dr Darren Hyland, qui travaille à l'hôpital de Kingston en soins intensifs. Il est professeur de médecine à l'Université Queen's et il est également directeur de l'unité de recherche de Kingston Health Sciences Center. Il fait partie du réseau sur l'évaluation des soins de fin de vie qui vise à améliorer la communication et la prise de décision en fin de vie. Alors, plus tardé, je cède à présent la parole au Dr Darren Hyland. Dr Hyland, merci beaucoup. Je suis ravie de faire partie de ce programme. Je crois qu'il s'agit d'un bon suivi de ce que présentait professeur Stacy par rapport à la prise de décision avec certains outils plus précis sur les maladies graves, parce que c'est le domaine auquel je me consacre. Je travaille en soins intensifs où très souvent, il faut prendre des décisions concernant l'utilisation ou la non-utilisation de traitements de survie par rapport à l'admission aux soins intensifs, par rapport à la réanimation cardio-respiratoire. Et globalement, je dirais que, selon mon vécu, les gens sont mal préparés à cette prise de décision. Et j'aime beaucoup cette anecdote.
d'une femme qu'on a interviewée après le décès de son mari, qui faisait partie d'une étude longitudinale. Ce qu'elle communiquait, à mon avis, explique très bien la vulnérabilité ressentie par les patients. Parce que très souvent, ceux-ci sont incapables de parler de la mort, ce qui rend la précision des valeurs et des préférences très, très difficile. Et pourtant, c'est essentiel à la prise de décision concertée. Et donc, comment tâcher d'ouvrir ces voies de communication? Il nous incombe, comme professionnels de la santé, de le faire. Dans notre enquête auprès d'un grand nombre de personnes âgées de l'hôpital et leurs familles, on a examiné ce qui est important pour elles, les éléments prioritaires, si vous voulez, pour améliorer les soins des patients âgés très malades. Et au bas de l'écran, vous voyez que la communication et la prise de décision sont très importantes de leur point de vue. Il est très important pour eux qu'on s'y attaque. Et donc, je veux très rapidement mettre en exergue quelques déficiences en matière de communication de la prise de décision d'après nos recherches ici au Canada. Et ce qui découle de nos recherches, ce sont de nouveaux outils d'aide à la décision. Et j'espère qu'on pourra vous encourager à diffuser ces guides qui sont vraiment arrivés à point nommé étant donné la pandémie et l'angoisse qui règne concernant ces répercussions. Alors, cette diapositive vise à représenter la prise de décision médicale concernant les traitements de survie. Leur objectif final de ces traitements est de veiller à ce que les traitements prescrits, les traitements reçus, soient conformes ou ancrés dans les valeurs et les objectifs du patient. C'est ce qui est d'ailleurs dans les outils d'aide à la décision présentés antérieurement. À gauche, ici, vous voyez planification préalable des soins. Je sais que vous avez eu une séance là-dessus. Je pense que toute réflexion pour prévoir l'avenir est très importante. Or, ici, c'est très différent de ce dont je vais parler. Dans la planification préalable des soins, généralement, on peut se mettre en contexte. Il n'y a pas de problème clinique. Les gens eux-mêmes font un travail d'introspection, ce qui est le plus important pour eux. Et ça peut vouloir dire désigner quelqu'un qui prenne des décisions en cas d'incapacité de leur part. Mais à droite, vous avez un processus tout à fait distinct. Un patient qui passe par un processus de communication et de décision qui est contextualisé, c'est-à-dire que ça concerne un problème précis et où il est question de son consentement au traitement. Donc, on a une conversation étoffée par rapport aux risques, aux avantages et aux résultats attendus. Et c'est là, à notre avis, qu'il devient très important d'avoir une conversation pour que le patient obtienne les soins qui sont les plus conformes à ses désirs. Ce que je crains, c'est que les gens se servent de la planification préalable des soins et qu'ils l'appliquent en cas de traitement urgent. Ce n'est pas le cas. La planification préalable des soins est un processus qui nous prépare à une conversation très riche par rapport au cours de sa vie. Alors, voilà mon cadre conceptuel. Permettez-moi de mettre en exergue quelques problèmes reliés aux recherches qui ont été faites depuis 2 décennies. On observe une augmentation de personnes plus âgées admises aux soins intensifs et on n'avait pas d'informations quantitatives expliquant leurs pronostics. Quels étaient leurs résultats? S'ils étaient très malades et qu'ils étaient admis en soins intensifs. Alors, on a consulté beaucoup de patients admis aux soins intensifs qui étaient âgés de 80 ans et plus, ainsi que leurs familles, et on les a suivis pendant 12 mois. Je ne vais pas parler de l'information concernant les pronostics, je veux plutôt me concentrer sur le point de vue des membres de la famille de ces patients qui permettent d'éclairer les problèmes de communication dans la prise de décision. Alors, on a interviewé les membres de la famille quelques jours après l'admission du patient aux soins intensifs. On a parlé de leurs valeurs, des processus de traitement. Et ils disent, le plus important, la valeur la plus importante, c'est que le patient soit confortable
et diminuer le plus possible la souffrance. Et le moins important, c'est de préserver sa vie à tout prix. Et pourtant, lorsqu'on a regardé les préférences, on constate que 25% des gens disent confort seulement comme préférence de traitement. Mais rappelez-vous, ces patients sont déjà en soins intensifs, reçoivent déjà des traitements de survie et pendant très longtemps. Ceux qui sont décédés en moyenne 10 jours après leur admission aux soins intensifs. Alors vous devez vous poser la question, est-ce que c'est conforme à ce qu'ils souhaitent si la famille, les proches de ces patients disent non, le plus important c'est le confort. Et pourtant ces patients sont maintenus aux soins intensifs. Ce n'est pas un problème qu'aux soins intensifs. Allez sur les étages des hôpitaux. Vous savez, vous pouvez passer jusqu'à 1 heure dans le cadre d'un projet de recherche, entre autres, où vous consultez rigoureusement des patients afin de définir quelles sont les valeurs des patients, quelles sont les préférences du patient et de sa famille. Et lorsqu'on consulte le dossier, on regarde la RCR. On a documenté énormément d'erreurs médicales en matière de RCR. La personne disait « je veux X » et pourtant, on a inscrit Y à son dossier. Cela se produit 37% du temps. Globalement, c'était des patients qui, en fait, ne voulaient pas recevoir la RCR et pourtant, il était indiqué le contraire sur leur dossier. Ce que j'ai trouvé le plus déconcertant, c'était la variation énorme dans cette erreur, jusqu'à 82% dans certains hôpitaux. Et pourtant, certains hôpitaux arrivent à limiter les erreurs à 14%. Donc, il y a des moyens de s'améliorer. Mais globalement, les patients plus âgés sont à risque de recevoir des soins inadéquats, voire un acharnement thérapeutique. Il faut se poser la question, quelle est la raison de ces erreurs médicales? Ceci n'est pas exhaustif, mais ce sont les points principaux que je souhaite soulever. L'expérience clinique nous dit que les médecins ne discutent pas des objectifs de soins avec leurs patients. Et s'ils en discutent, généralement, leur stratégie ne consiste pas à expliquer les choses clairement. Leur langage est mal compris, ce qui crée un risque d'erreur médicale. Et même si les médecins discutent avec leurs patients, le processus n'est pas transparent. Et ensuite, ils transposent l'information soi-disant obtenue du patient dans un dossier médical. Mais parce que ce n'est pas transparent, le document n'est pas fiable, ce qui signifie que le patient pourrait être assujetti à un traitement qu'il ne souhaite pas. Il y a des problèmes de documentation aussi. Bon, je ne vais pas en traiter parce que nous avons trop peu de temps aujourd'hui, mais c'est un problème persistant. Alors, on a fait une enquête auprès de médecins et d'infirmières dans des milieux de santé et on leur a demandé quels sont les obstacles à ces conversations, de sorte que le personnel hospitalier soigne bien ses patients. La liste est bien longue, mais je surligne le plus important ici en haut, c'est-à-dire le degré de préparation et de compréhension à la fois des proches, mais aussi des patients, de sorte que bon, on sait qu'il existe un rôle pour les outils d'aide à la décision afin d'améliorer le niveau de compréhension et le degré de préparation, ce qui pourrait limiter les obstacles qu'ont les cliniciens ou les médecins à communiquer, à dialoguer avec leurs patients. Alors, plus on peut le faire à l'avance de la rencontre clinique pour préparer les gens à une prise de décision en cas de maladie grave, plus on est susceptible d'avoir une décision qui soit conforme au traitement recherché par le patient. J'ai participé à des conversations. Bon, maintenant qu'il y a la COVID, il est important d'avoir des réflexions sur la fin de vie. Mais moi, j'ai dit, attendez, il faut mettre la pédale douce. C'est important de penser à la fin de sa vie, mais ce n'est pas parce que vous avez préparer un plan de soins de fin de vie que ce sera utile en cas de COVID. La majorité des plans de soins de vie en fin de vie, on dit lorsque je serai à l'article de la mort, je voudrais telle chose ou je ne voudrais pas telle chose. Mais au moment où je devrais décider si je veux un traitement de survie, on ne sait pas si le patient est en train de mourir ou non. Il y a une incertitude par rapport à l'issue
du traitement, ce qui signifie que la décision ne peut pas s'appuyer sur les soins de fin de vie. Donc, la planification préalable des soins n'est pas tellement utile et elle contribue à ces erreurs médicales parce qu'ensuite, le médecin doit dire, bon, le patient a dit telle chose par rapport à, bon, s'il était en train de mourir, mais qu'est-ce que ça signifie maintenant qu'il est très malade, mais je ne sais pas s'il est en train de mourir. Alors, il y a des outils disponibles qui nous permettent d'échanger énormément afin d'aider les gens à comprendre, bon, voici à quoi ressemble la maladie grave. Une pneumonie de COVID-19, une crise cardiaque majeure, un accident grave, vous êtes en bien mauvais état, vous pourriez mourir, mais vous pourriez vivre. Et dans ce contexte, il faut prendre des décisions par rapport au traitement conforme à vos valeurs. On essaie d'être le plus explicite possible en disant, on ne prend pas de décision aujourd'hui, mais on se prépare à la tenue de cette décision avec votre médecin, de sorte que dans un modèle de décision concertée, on vous posera des questions sur vos valeurs et vos préférences. Alors, ce qu'on essaie d'aider les gens à faire par l'entremise de ces outils, c'est de préciser quelles sont leurs valeurs. Et nos recherches indiquent que les gens arrivent très bien à exprimer leurs valeurs de manière pertinente pour nous comme cliniciens. En d'autres mots, les patients ne voient pas de concurrence entre deux idées lorsqu'on pose une question ouverte comme qu'est-ce qui est important pour vous dans le contexte de la prise de décision associée à une maladie grave, ils diront peut-être quelque chose comme ben, ma mère était une battante. Alors, ça signifie que le proche veut que sa mère veut se battre, il faut prévoir tous les traitements de survie nécessaires. Mais il y a un coût associé à cela, il y a une valeur conflictuelle, la qualité de vie. Alors, est-ce qu'on peut améliorer la rigueur de l'expression de la valeur en posant les choses de manière plus circonscrite, en veillant à ce que la personne comprenne ce qu'elle concède pour obtenir autre chose? Alors, on parle de prise de décision contraignante. Alors, voici un exemple de ce dont on sert dans notre service de soins intensifs. Alors, encerclé sur le chiffre qui correspond mieux à votre préférence, est-ce que vous êtes davantage axé sur la qualité ou sur la prolongation de la vie? Est-ce que c'est le genre de personne qui accepte l'utilisation d'un appareil ou est-ce que c'est quelqu'un qui préfère une mort plus naturelle, non associée à une machine? Alors, on fait ce genre d'exercice et ensuite, on peut se servir de ces valeurs, ces échelles, pour tâcher de créer une grille qui nous permette de cartographier les préférences du patient par rapport à un traitement potentiel. Je reviens à ce terme potentiel un peu plus tard, mais cette grille nous permet de rendre plus transparent, à la fois pour le patient et le patient, les moyens par lesquels ces valeurs se relient à un plan de traitement. Alors, ce n'est plus tout simplement au médecin de prendre la décision, ça peut être transparent, ce qui réduit les problèmes d'interprétation et d'aide médicale. Alors, lorsque je parle d'un plan de traitement potentiel, je dis potentiel parce que dans nos efforts de respecter l'autonomie du patient, on les traite très souvent comme des agents peut-être trop informés, des gens qui savent ce qu'ils veulent et qu'on n'a qu'à leur poser la question. Lorsqu'il est question de traitement de survie, je vais me servir de la RCR comme d'un exemple, on a une excellente documentation à l'effet que ce sont des patients plus âgés qui sont à l'hôpital, qui ont un dossier où il est indiqué s'ils veulent être réanimés ou non, mais ils ne savent pas du tout quels sont les processus ni les résultats associés à la RCR. Alors, on leur pose tout simplement la question, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oh, bon, si votre cœur s'arrêtait, est-ce que vous voulez qu'on vous réanime? Bon, oui, faites-le. Mais ça n'est pas une façon compétente de poser la question. Alors, une des choses qu'on essaie de faire, c'est de créer un outil d'aide à la décision qui rejoint ce que disait le professeur Stacy, où on essaie d'extraire pour cet usager quels sont les avantages, quels sont les risques et quels sont les résultats potentiels. Alors,
ça vous permet de déterminer si vous préférez la RCR ou des soins de confort. On a même des vidéos. On permet aux gens de regarder une vidéo de 6 minutes qui permet aux patients de mieux comprendre quels sont les risques, quels sont les avantages et quels sont les résultats auxquels on peut s'attendre. Ce qui permet vraiment d'outiller le patient avec l'information dont il a besoin pour prendre une décision éclairée. Voici la page d'accueil de notre site web, planwellguide.com. Et donc, vous voyez ici le résultat qui est ce qu'on appelle une lettre au médecin. Et là, on traite du déséquilibre de pouvoir auquel faisait référence la professeure C, parce que c'est une feuille, conseil, un script dont peut se servir le patient lorsqu'il est dans une interaction clinique. Alors, vous pouvez dire, voici mes valeurs à votre médecin, voici mes préférences de traitement et voici mes questions auxquelles j'aimerais quand même avoir une réponse avant qu'on ne règle la question et qu'on en vienne à une décision finale. Alors, l'objectif n'est pas de prendre des décisions à l'avance, mais plutôt de préparer le patient à prendre une décision de concert avec son médecin, histoire de niveler les règles du jeu, de niveler les déséquilibres, de sorte que l'interaction soit plus rigoureuse. Alors, ce que j'essaie de mettre en exergue ici avec cette image, c'est que, bon, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en œuvre le guide PlanWell de sorte que le clinicien demande au patient de remplir l'outil, il obtient la lettre, il en parle avec sa famille, il revient rencontrer le médecin, présente la lettre, et le médecin ensuite veille à ce que les traitements qu'il reçoit soient conformes à ses volontés. Alors, vous connaissez sans doute les outils de planification préalable des soins. Alors, je devrais peut-être très clairement dire ce qui est différent avec le guide PlanWell, c'est que on ne parle pas de soins de fin de vie, on parle de maladies graves. Alors, on passe beaucoup de temps à établir la distinction entre une maladie terminale et une maladie grave. Et comment prendre des décisions médicales en cas d'incertitude? On pense qu'on a une approche sans égale qui établit des valeurs très clairement. On se sert d'une grille qui permet de rendre le processus très transparent. Et ça, c'est singulier, c'est innovant, c'est unique pour PlanWell. Et on a un outil d'aide à la décision qui établit les divers niveaux de soins, c'est-à-dire soins médicaux, soins de confort, soins intensifs, et cela produit une lettre que l'on peut présenter à son médecin. On vient de terminer une étude publiée il y a quelques semaines qui s'appuie sur 20 ans de recherche et qui montre qu'avec notre outil PlanWell, on a augmenté la possibilité pour les patients de recevoir des soins pertinents. Ça diminue les conflits décisionnels à la fois chez le médecin et le patient qui était très satisfait de l'expérience. Et de manière plus importante, les médecins ont passé moins de temps à établir ces objectifs de soins par rapport aux autres patients. Et si le temps était un obstacle à la conversation entre le médecin et le patient, eh bien, c'est une stratégie très importante pour améliorer les soins. Et on a tâché de réfléchir à des stratégies qui nous permettent d'améliorer la mise en œuvre du guide PlanWell en soins de santé primaire et peut-être même d'autres contextes pour sensibiliser les gens. Par exemple, des blocs d'ordonnance qui permettraient aux médecins de dialoguer avec le patient avant ce moment ultime. Bon, ce n'est pas tout le monde qui travaille sur le web, donc nous avons aussi un livret, une brochure, où les 4 dernières pages sont l'équivalent de la lettre dont on parlait il y a un moment. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller sur l'Internet. On espère que les gens ont le temps, avant d'avoir cette interaction clinique, de préparer le guide, mais évidemment, avec la COVID-19, les choses évoluent très rapidement. Vous êtes peut-être devant un patient, on ne peut pas demander à un patient qui est à court de souffle, bon, allez remplir ce guide. Alors, on a essayé d'extraire les éléments les plus essentiels de l'établissement des valeurs, de sorte que ça devienne une feuille de travail
en 2 pages pour l'initiant, une approche très visuelle. Alors, le médecin peut poser ces quelques questions au patient. Bon, dites-moi quel genre de patient vous êtes. Est-ce que vous voulez qu'on prolonge votre vie ou est-ce que vous voulez préférer qu'on maintienne votre qualité de vie? Donnez-moi le chiffre. Qu'est-ce qui représente votre situation personnelle? Quelle est votre perspective d'une mort naturelle ou d'un maintien sur un appareil? Alors, ça donne une grille. Vous pouvez donc demander au patient, bon, d'après ce que vous me dites, je pense que vous arrivez à peu près ici sur la grille, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, de nouveau, le patient n'a pas l'avantage d'avoir rempli le guide à l'avance, mais vous, comme clinicien ou le clinicien, a l'avantage de pouvoir prendre un guide qui puisse rendre le processus décisionnel plus transparent à la fois pour lui et pour le patient. Alors, je n'ai pas le temps de passer ceci en revue, mais nous avons une approche similaire établie pour les gens qui sont déjà aux soins intensifs. Bon, évidemment, maintenant, on se concentre sur les proches de patients gravement malades. Alors, il y a le myICUguide.ca où on essaie d'aider les mandataires, ceux qui prendront des décisions au nom du patient, à se préparer de sorte qu'ils puissent prendre une décision par rapport à l'utilisation de traitements de survie. Il n'y a pas de lettre au final, mais plutôt un questionnaire que le proche remplit et cela imprime un rapport qui est similaire à la lettre à son médecin, qui recense les valeurs du patient et de sa famille. Alors, de nouveau, la version imprimée, qui est également disponible pour ceux qui préfèrent ne pas travailler en ligne. Et le processus est très similaire, c'est-à-dire que vous avez un patient très malade, vous avez des membres de la famille qui pourraient être mobilisés à l'avance de la prise de décision, de sorte que le processus délibératif est entamé en ligne ou alors avec la brochure et ensuite on revient à cette conférence familiale mieux outillée pour expliquer les valeurs du patient. Alors, ma dernière diapositive vise simplement à déclarer que mes recherches depuis 20 ans montrent que nous avons une très mauvaise prise de décision concernant les maladies graves et cela est très souvent associé au fait qu'on n'a pas à faire la distinction entre les décisions pour les soins de fin de vie et les soins en cas de maladie grave où l'issue de la maladie est incertaine. Je pense que les stratégies des soins de fin de vie ne sont pas pertinents en tel cas. Et les gens comprennent mal également quoi dire et comment dire et comment cela touche les traitements eux-mêmes. C'est pourquoi ces outils sont si importants. Ils permettent de réduire les erreurs médicales et d'augmenter les chances que le patient obtienne un traitement conforme à ses valeurs. Et très clairement, les cliniciens doivent communiquer avec les patients et leurs familles afin de prendre de meilleures décisions. Mais l'absence de préparation, l'absence de temps sont des obstacles importants. C'est pourquoi les outils comme ceux que je présente permettent d'améliorer l'interaction entre le patient et le clinicien. Donc, je parle entre autres de Planwell et MyICU. Ah non, pardon, j'ai une autre diapositive. Les médecins doivent aussi aborder l'autre aspect de l'équation, et d'ailleurs le professeur Stacy en parlait, c'est-à-dire que si vous avez un patient qui est préparé à participer à la prise de décision, ce n'est pas forcément le cas de son médecin. Le médecin ne comprendra peut-être pas le vocabulaire de la prise de décision concertée. Il faut donc que l'approche comprenne la formation auprès des médecins, pas seulement les patients. Merci de votre attention. Je suis à présent prêt à répondre à vos questions. Merci, Dr. Hyland. Je pense qu'il s'agit d'une distinction très importante sur le plan du vocabulaire dont on se sert en matière de prise de décision pour les soins de fin de vie et les traitements en cas de maladie grave. Il y a quelques questions très précises qui s'adressent à vous et ensuite nous passerons aux questions plus générales pour vous-même ainsi que le professeur Stacy. Alors, s'agissant de Planwell, il y a une question dans la boîte de dialogue.
concernant la rétroaction. Quelle a été la rétroaction des gens qui se sont servis de l'outil Planwell? Et est-ce qu'il y a un lien avec d'autres outils de partage de prise de décision? Dr. Henley. Eh bien, la rétroaction est très positive. D'ailleurs, depuis le début de la COVID-19, on a constaté 1000 fois plus d'intérêt pour l'outil, comme des médias. Les usagers, eux autres, même dans les essais randomisés, ont des niveaux de satisfaction très élevés. La seule critique qu'on formule, c'est que, bon, il y a beaucoup d'informations. C'est un peu difficile d'absorber autant d'informations. Et là, je dirais que on a peut-être été un peu plus exhaustif. On peut aborder un guide écourté, si on le préfère, la formule abrégée. Donc, c'est la seule rétroaction un peu négative qu'on ait reçue, c'est-à-dire que c'est trop long. Il y a des patients qui disent non, je ne veux pas répondre à un guide aussi long. C'est pourquoi nous avons formulé un modèle abrégé. Par rapport au lien avec d'autres outils de prise de décision, je ne suis pas certain. C'est un outil sans égal, de premier ordre, qui a la possibilité d'aider les gens à prendre des décisions en cas d'incertitude. Donc, c'est bien différent des autres outils d'aide à la décision. Carl Ludwig. Merci. Il y a une question concernant le prolongement de la vie. Et là, je pense que c'est surtout une question de compréhension. Alors, je me demandais si vous pouviez répondre à la question, à savoir, est-ce qu'il y a moyen d'expliquer ce que signifie la prolongation de la vie? Est-ce qu'il y a une définition? Dr. Hyland, eh bien écoutez, je ne pense pas que ce soit un gros problème pour la majorité des gens. D'ailleurs, c'est issu de publications existantes par rapport à quels sont les objectifs potentiels de soins pour l'acceptation ou le refus de traitements médicaux. Et la prolongation de la vie, bon, c'est-à-dire qu'on essaie de se concentrer sur la survie plutôt que sur la qualité. Alors, notre vocabulaire provient de la littérature scientifique existante, qualitative comme quantitative. Du point de vue de la personne, il s'agit de comprendre la concession entre la qualité et la quantité, et l'autre concession étant l'utilisation d'appareils et la non-utilisation d'appareils. Alors, ça n'a pas été un problème. Les gens tendent à comprendre ce qu'est la prolongation de la vie. Claire Ludwig. Oui, et d'ailleurs, c'est sans doute parce que vous avez des conversations comme celle que vous proposez que vous arrivez à bien établir une définition commune. Une question pour la professeure Stacy. Comment peut-on relever la sensibilisation du public, de la société par rapport à la prise de décision concertée, que ce soit pour les maladies graves ou alors que ce soit plus globalement pour des traitements particuliers? Vous avez parlé d'obstacles à cela. Enfin, plus globalement, comment peut-on sensibiliser la population à la prise de décision concertée? Professeur Stacy, de mon point de vue, ce serait plus utile d'avoir une tribune, une plateforme canadienne. Par exemple, nous, on a notre plateforme à Ottawa, le Dr. Hyland avait ses propres outils, mais je pense qu'il faudrait un dépôt centralisé. En Australie, la Commission australienne pour la qualité et la sécurité a un site web où de l'information se trouve sur les outils d'aide à la décision. Il y a des formations, des vidéos. Alors, c'est un lieu où chacun peut s'adresser pour obtenir de l'information. C'est ce qu'il nous faut, je pense, au Canada, c'est d'avoir une plateforme centralisée où on puisse tous obtenir la même information, qui qu'on soit. Claire Ludwig. Dr. Hyland, très rapidement, avez-vous quelque chose à rajouter à cela? Dr. Hyland,
Oui, je suis d'accord avec ce que disait le professeur Stacy, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une campagne de sensibilisation du public pour aider les gens à s'informer par rapport à la prise de décision. Comment les décisions sont-elles prises? Quel est le rôle de ces outils? Il y a beaucoup de confiance et cette confiance est un obstacle à la bonne prise de décision. Par exemple, les gens se disent, oh, le médecin prendra la décision qui est dans mon intérêt, ou alors ma famille prendra une décision dans mon intérêt, ou alors le système prendra une décision dans mon intérêt. On veut que les gens eux-mêmes déterminent ce qu'ils veulent. On veut que les gens déterminent pour eux-mêmes ce qui est le plus important. Pourquoi les gens acceptent-ils un rôle aussi passif en tel cas? Et comment les encourager à prendre, à y accepter un rôle plus actif? Claire Ludwig, merci. Vous savez, dans le contexte de COVID-19, je pense que le partage de recherches comme celle que vous avez fait, vous-même, Dr. Hyland et professeur Stacy, vous avez passé, comme vous dites, 2 décennies à examiner ces questions et à faire évoluer la science et la pratique. Alors, je souhaite vous remercier du fond du cœur de nous aider à sensibiliser la population. D'ailleurs, nous avons une excellente représentation de partout au Canada et de tout le système de santé aujourd'hui. Alors, un petit mot pour vous dire que nous allons afficher ce webinaire, son enregistrement, et nous allons rendre les ressources dont on a parlé disponibles. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres.